Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on travaille, ou plutôt on a travaillé, j'ai travaillé sur ce truc-là. C'est un très vieux MacBook, un truc qui a encore il a encore le Super Drive. Je crois que c'est un A1278, c'est ça, de 2011, et qui venait parce que il s'allumait plus. Alors, bon, maintenant, il s'allume. J'espère qu'il s'allume encore. Voilà. Et c'est un appareil qui venait d'un collègue. Donc, Clément, bonjour. Si tu m'avais demandé d'expliquer, enfin, si je pouvais expliquer quel était le problème avec ce MacBook, donc si tu regardes la vidéo, j'espère que tu vas comprendre. Voilà, donc le problème c'est qu'il s'allumait plus. Et sinon, bah, qu'est-ce que je pouvais constater? Je pouvais constater que lorsque je branche le MagSafe, j'ai bien la lumière, verte ou orange. Je pouvais constater que j'ai pas regardé s'il chargeait la batterie. Ça, de toute façon, en général, je m'en fous. Enfin, c'est pas une chose que je regarde tout de suite quand c'est une machine qui s'allume pas. Donc ça, j'avais pas fait attention. Et qu'est-ce que j'avais... Ah oui, et combien de courant il tirait? Et ça, c'est important dans ce cas-là. Il tirait 30 milliampères. Alors, pourquoi c'est important? Euh, Alors, si vous regardez les vidéos de Louis Rossmann, vous voyez que lui, très souvent, à partir du courant tiré, il est capable de deviner où est le problème. Alors, moi, j'en suis pas du tout à ce niveau, et je pense que j'y serai jamais. C'est juste que lui, je pense qu'il doit avoir des dizaines d'appareils par semaine. Je crois que récemment, il a dit que c'est même dans les centaines d'appareils que son magasin répare par semaine. Moi, c'est plutôt allez, en 2 ans, une centaine d'appareils. Donc, on n'est pas du tout au même niveau. Mais en revanche, 30 milliampères, ça c'est assez caractéristique. C'est-à-dire que si vous prenez un MacBook Intel, tout ce qui est avant l'USB-C, que vous le branchez au MagSafe, alors avec la batterie débranchée, parce que sinon vous allez avoir le courant de charge qui va polluer votre mesure. Mais si vous retirez la batterie et que vous branchez le MagSafe, il va démarrer. Très bien. Donc là, vous pouvez regarder le courant de démarrage normal. Mais si vous l'éteignez, vous allez voir qu'il tire 30 milliampères. Voilà. Donc sur ces appareils-là, 30 milliampères, c'est caractéristique d'un appareil qui est avant l'appui sur le bouton. Alors, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de réciproque. Ce que j'ai dit, c'est si vous appuyez sur le bouton longuement pour l'éteindre, alors il va tirer 30 milliampères. En revanche, réciproquement, c'est pas vrai. S'il tire 30 milliampères, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bloqué avant l'appui sur le bouton. Mais c'est un indice. Probablement, ou peut-être, qu'il est bloqué avant l'appui sur le bouton. Donc ça limite déjà le champ des alimentations qu'on veut vérifier. Et pour diagnostiquer ce problème, bah, on fait comme ce qu'indique Grossman, on regarde les alimentations de l'appareil, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui n'est pas sorti. Donc là, c'est une carte 820 2936. Et alors, on va cacher ça. Et donc là, ici, on a la liste des alimentations qui se trouve page 6. Sur les anciens modèles, elle est au début. Et je l'ai déjà indiqué dans plusieurs vidéos, elles ne sont pas dans l'ordre. Elles sont plutôt par ordre de voltage, mais pas par ordre d'apparition lors du démarrage de l'appareil. Ceci dit, je vais le dire, mais Louis Rossmann l'a déjà dit plus de fois que moi, il y a un ordre, il y a un ordre dans lequel ces alimentations s'allument. Vous avez d'abord les G3 Hot, puis vous avez les S5, puis les SUS, puis SUS c'est pour suspend, puis les S4, S3, S0, et puis la machine s'allume. Alors à quoi ça correspond? Euh, si vous voulez comprendre à quoi ça correspond ça, bah, il va vous falloir lire une datasheet de processeur Intel.
Donc vous cherchez sur Google, où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas là. Voilà. Vous cherchez sur Google une datasheet de processeur Intel Core. Donc là, il y en a qui sont faciles à trouver, d'autres que j'arrive pas à trouver. Là, je suis tombé sur le Intel Core de 9e génération. Après, il faut se dire qu'ils marchent plus ou moins tous, enfin, tous pareil. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses quand même entre chaque génération qui ne changent pas. Il y a des petits changements qui sont apportés, mais voilà, les grandes lignes sont les mêmes. Là, dans cet appareil-là, c'est un Intel Core de 2e génération. Là, je suis sur une datasheet de Intel Core de 9e génération. Je vais quand même pouvoir trouver des informations communes aux deux. Et donc, si je cherche ces histoires de... Alors, ouais, je ne sais plus où c'était. Je cherche qu'est-ce que c'est que ces histoires de S3, S4, S5, etc. Il faut le chercher dans la table des matières, par exemple. Alors, Power Management. Non. Alors, je vais le retrouver. Où est-ce que c'était? Power Management. Voilà. Là, vous avez ici une description de trucs qui s'appellent. Donc, il y a des états et des sous-états. Il y a un état qui s'appelle G3, un état qui s'appelle G2 qui a comme sous-état G5, seulement G5, donc G2 et S5, pardon, S5. G2 et S5, c'est la même chose. Puis vous avez un état G1 qui a des sous-états S4, S3, S1. Donc voilà. Et puis vous avez un état G0 avec un sous-état S0 et des sous-états CX qui doivent être par exemple C1, C2. Bon, ceux-là, je ne les ai jamais vus dans les schémas Apple. Et puis quand l'appareil est complètement allumé, vous êtes dans l'état S0. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'ils correspondent exactement? Bah, c'est décrit ici. Alors, ça dépend de quels systèmes sont allumés ou sont alimentés dans la carte mère. Mais là, on retrouve l'état G3, donc où vous avez les lignes qui s'appellent G3 Hot. Donc G3 Hot, ça veut probablement dire que c'est alimenté même quand la machine est éteinte. C'est pour ça que Apple a dû rajouter le Hot derrière. Voilà. Donc voilà ces différents états, et vous les retrouvez dans le schéma quand vous voyez qu'il y a des lignes qui s'appellent, bon bah, PPBus G3 Hot, PPBus S5, PPBus S5, euh, PP5V SUS pour ce span, PP5V S3. Donc voilà. Et après, la question c'est de savoir dans quel ordre dans quel ordre il faut les mesurer. Donc soit on a fait le schéma complet, donc comme ce que je vais enseigner dans la formation, soit on a pris le temps de se dessiner un schéma complet, et là on les a dans l'ordre exact dans lequel elles se déclenchent, ou alors on peut y aller grosso modo en sachant, en regardant juste le document que j'ai affiché là juste avant, où est-ce que c'est déjà? C'est là où on voit que bah, les G3, ça commence par les G3, puis S5, puis S4, S3, S1, et puis enfin S0. Alors S1, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu sur une carte Apple. Et donc, bah, dans mon diagnostic, moi, j'ai fait quoi? J'ai commencé par mesurer les G3H, les G3 Hot, puis les S5, puis les SUS. Et puis, ce que j'ai vu, donc là, G3 Hot, donc PPBus G3 Hot. Alors PPBus S5 High Side Computing iSense et S5 High Side Other iSense, c'est la même chose que PPBus G3 Hot. Si on regarde dans le schéma, on voit juste que c'est un changement de nom. PPDCN G3 Hot, bah ça c'est l'alimentation. Si j'ai le MagSafe qui s'allume, c'est qu'elle est présente. PP342 G3 Hot, ça c'est la première qui est présente, et on sait
d'après l'habitude, Rossmann, il a fait des dizaines de fois l'explication de la lumière verte. Si la lumière verte est allumée, ce truc est présent, donc j'ai pas besoin de le mesurer. PPV RTC G3 Hot, qui est l'alimentation pour l'horloge interne du CPU ou PCH. Dans cette carte, le PCH est séparé du CPU, pardon. Donc voilà, et ça c'est tout pour les G3 Hot. Ensuite, il y a les S5, donc PP5V S5 qui était présent, PP5V S3 qui était présent, et PP3V3 S5 qui était présent aussi. Et ensuite, je suis passé au SUS, et je n'avais aucune des deux SUS. Voilà. Donc ça voulait dire que l'appareil était bloqué entre l'état S5 et l'état SUS. Donc je suis allé voir qu'est-ce qui crée PP3V3 S5, SUS, pardon. Et donc on cherche on fait une recherche dans le document de toutes les apparitions de PP3V3 SUS. Donc on voit que ça, c'est pas du tout de la création. Ça n'a rien à voir. Ce sont juste des pull-ups. Ça aussi, ce sont juste des pull-ups. Ça va au PCH pour lui dire que l'alimentation est présente. Non plus, non plus. Non plus, ça ne ressemble pas à une création, puisque ça arrive au gate d'un MOSFET. Ça, il alimente quelque chose. Et là, en revanche, on voit qu'il est créé. Voilà. On voit que c'est PP3V3S5 qui change de nom et devient PP3V3SUS. Je suis désolé, je sais que le curseur de souris s'affiche pas, j'arrive pas à l'avoir. Donc c'est PP3. Bon, désolé pour la coupure, je me suis aperçu que le curseur de souris ne s'affichait pas. Donc j'ai un petit peu reconfiguré mon truc pour que ça apparaisse. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, on parlait du MOSFET Q78 Q7820 qui ne laissait pas passer PP3V3 SUS et que j'avais 3,3 volts ici, 3,3 volts ici, et comme c'est un P-channel MOSFET, pour qu'il laisse passer le signal, il faut que la tension au S soit largement bien supérieure à la tension au G. Et là, c'était pas le cas puisque les deux tensions étaient les mêmes. Alors, on voit que ici, ce truc, le gate est contrôlé par un autre MOSFET, Q7822, qui, s'il est fermé, va relier le DOS, c'est-à-dire que cette ligne va devenir à la masse, et donc le G de Q7820 va être à 0, ce qui enclenchera la fermeture de Q7820. Donc dans ce cas-là, comme je n'ai pas 0 ici sur cette ligne-là, ça veut bien dire que ce MOSFET-là, Q7822, ne s'est pas fermé. Donc, je suis allé mesurer Q7822, je suis allé voir ici PM-SUS Enable, est-ce qu'il est présent? Et il n'était pas présent. Du coup, il faut se poser la question de où vient PM-SUS Enable. Et on le trouve ici, PM-SUS Enable vient de U7940, qui est alimenté par PP3V3S5, donc ça je l'ai déjà, je savais qu'il était présent. Il lui faut comme signaux SMC Batlow L. Alors ça, c'est une petite particularité de ces appareils-là.
SMC Battleau L, normalement, c'est un signal quand il est à zéro. C'est le SMC qui dit la batterie est trop faible, il faut arrêter la machine et la laisser charger avant de pouvoir continuer. Je crois que c'est quand vous voyez le petit icône de batterie rouge là, qui est complètement déchargé et que la machine ne veut pas démarrer tant qu'elle n'a pas un minimum de charge, ça vient de là. Euh, mais une particularité de ces machines, c'est que quand la batterie est débranchée et que le MagSafe est branché, alors le SMC décide que la batterie n'est pas déchargée. Elle n'est pas là, hein, mais il décide qu'elle n'est pas déchargée et il sort ce signal. Je rappelle que ce signal, quand il est sorti, ça veut dire que la batterie n'est pas déchargée. Quand il est à zéro, c'est là que ça interrompt le démarrage. Bon, donc lui, je sais qu'il est là, parce que c'est juste le fonctionnement. Enfin, je suis quasiment sûr qu'il est là. Et puis PM Sleep SUSL, il faut qu'il soit présent aussi. Et je suis allé le mesurer, il était absent. Donc, il fallait aller chercher d'où il vient. Et PM Sleep SUSL, bah, il était mis par le PCH. Et malheureusement, le PCH, c'est combien? C'est 3 ou 4 pages de schéma. Et il n'y a pas vraiment d'explication sur qu'est-ce qui sort Sleep SUS, PM Sleep SUSL. Cependant, on n'est pas complètement perdu. C'est justement là où je ressors, ma spec sheet d'Intel, dans laquelle j'essaye de trouver des informations sur qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui va conditionner la sortie de Sleep SUS. Et alors, donc je fais une recherche dans le document de Sleep SUS, et je crois que c'était... Non, c'était pas là. C'était pas là. Voilà, c'était là. Pour que Sleep SUS, pour que Sleep SUS sorte, bah, il faut que j'ai RTC RST, D-Power OK, VCC SUS 33, RSM RST, et puis il y aura probablement un Sleep SUSL qui va sortir à ce moment-là. Et je suis donc allé chercher mon RTC RST. Donc, hop, je repasse ici. On cherche RTC RST. Voilà, et RTC RST, c'est un pin du CPU qui est activé lorsqu'il reçoit le signal RTC Reset L. Donc je suis allé chercher RTC Reset L, et RTC Reset L, pour qu'il soit présent, bah, il faut qu'il y ait PPVRTC G3 Hot, que j'avais déjà vérifié puisque j'avais fait toutes les lignes G3 Hot, et on va le mesurer de l'autre côté de R1803. Et c'est là que le miracle s'est produit. Lorsque, lorsque je suis allé faire ma mesure et que j'ai touché R1803 avec mon multimètre, j'ai eu une réaction, j'ai eu le ventilateur qui s'est mis à faire clic, clic, et puis j'ai eu le super drive qui s'est mis à faire clic, clic aussi. Donc il y a eu une réaction à ce moment-là. Euh, j'ai bien mesuré que le RTC-RST était présent de l'autre côté du résistor, mais le fait de faire contact avec mon électrode de multimètre, ça a déclenché une réaction. Donc je me suis dit, ok, là il y a quelque chose qui s'est passé. Probablement que cette résistance n'est plus parfaitement soudée à la carte mère et je vais un petit peu la rafraîchir. Et elle est où? Alors, on va repasser là.
R1803. Alors j'avais de la chance, hein, j'ai toujours pas eu besoin de sortir la carte mère à ce stade. Voilà, elle est, elle est ici, du côté de la carte mère qui est exposée. Si vous voulez la voir sous le microscope. Donc la voilà, avec ses soudures refaites là de ce côté-là. Donc ce qui s'est passé, c'est quand j'ai mesuré de ce côté pour avoir mon RTC RST, je pouvais bien le mesurer parce que je touchais la résistance. Et quand j'ai probablement appuyé dessus pour faire la mesure, ça a déclenché une réaction de la machine. C'est ça qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, je l'ai ressoudé. Enfin, évidemment, j'ai débranché le MagSafe avant. J'ai rafraîchi les soudures des deux côtés et la machine démarre. Et elle est réparée. Enfin, en tout cas, elle fonctionne. Je ne sais pas. Il y a juste un truc qui m'embête, c'est que ce n'était pas un composant défectueux, c'était juste un composant qui était mal soudé. Mon gros problème, c'est que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont mal soudés. Tout ce que moi je peux réparer, c'est ce que je constate. Et pour l'instant, le reste fonctionne. Mais je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas si c'était un problème isolé. Ça me paraît quand même très bizarre. Pas toujours est-il que voilà, maintenant la machine fonctionne. Donc ton client Clément va être content, j'espère. Et c'est rien. Donc j'espère que ça a un petit peu clarifié les choses, donc la manière dont on diagnostique un petit peu la séquence de démarrage d'un appareil. Je fais remarquer que donc ce document-là que j'ai montré, c'est complètement public, hein. Intel les publie pour chacun de ses processeurs. En revanche, si vous regardez en haut, c'est écrit qu'il fait 815 pages. Et ça, c'est seulement la moitié de la documentation. Ça, c'est la documentation du PCH. Il y a aussi la documentation du CPU qui va faire à peu près la même taille. Donc, c'est juste lire la doc. Mais la doc est conséquente. Et puis savoir comment chercher. Je ne prétends pas du tout que je comprends ce qui se passe dans ce document, dans ces 815 pages. Moi, tout ce que je fais, c'est je cherche les choses qui m'intéressent et j'essaye de faire l'effort de comprendre à peu près les choses qui m'intéressent pour le problème que j'essaie de résoudre. Voilà, il faut bien se dire qu'il y a des gens dans le monde qui sont suffisamment forts pour comprendre l'intégralité de ce document. Hein. Ce document, c'est fait pour les fabricants, enfin, principalement pour les fabricants de cartes mères, pour qu'ils sachent comment fabriquer leurs cartes. Et donc, il faut se dire que tous les ingénieurs qui bossent pour, je sais pas, les noms de MSI, Gigabyte, bon, Apple, évidemment, Asus, Acer, machin, tous les gens qui bossent pour ces boîtes-là, ils savent comment, ils savent comprendre cette documentation interne. Voilà. Donc, toujours est-il que une réparation qui semble réussie. J'espère que c'était le seul composant qui était mal connecté. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.